2 chiffres suffisent à fissurer un récit réputé immuable. En quelques semaines, la conversion de 15 600 détenus en soldats et la reprise de 92% des zones auparavant sous pression armée déplacent l'image d'un État affaibli vers celle d'un mécanisme interne, rapide, discipliné, mesurable, donc politiquement explosif. Comment le spectateur doit-il lire ce basculement réforme isolée ou germe d'un modèle alors qu'Ibrahim Traoré s'impose comme l'axe discret de cette recomposition collective? Une perspective s'esquisse, l'ordre pourrait devenir ordinaire. La promesse de cette analyse est volontairement resserrée. Distinguer ce qui relève d'un pari risqué de ce qui constitue un mécanisme potentiellement reproductible. Pour le spectateur, l'enjeu est concret. Comprendre comment une décision brève, presque austère dans sa forme, peut déplacer des équilibres que l'on croyait figés sans la confondre avec un succès automatique. Le bénéfice attendu est clair. Lire des écarts observables, pas des intentions. Ce cadrage impose une discipline. Il ne s'agit ni d'admirer une prouesse administrative, ni de condamner par réflexe une expérience non conventionnelle. Il s'agit d'examiner une articulation nouvelle entre justice, sécurité et société, évaluée par des effets mesurables. Le risque est double. Si le dispositif échoue, il fragilise la confiance institutionnelle et renforce des lectures fatalistes déjà installées. S'il tient, il ouvre une brèche conceptuelle. La sécurité cesse d'être un apport extérieur et devient un produit interne, jugé sur un avant et un après. Cette analyse suivra cette ligne, sans enthousiasme ni rejet, en testant les faits à chaque étape. En moins de 2 ans, 92% des zones auparavant sous pression armée repassent sous contrôle effectif. Ce chiffre, rarement mis en avant, oblige à relire la dynamique sécuritaire du Burkina Faso et à replacer la réforme pénitentiaire au centre d'une chaîne causale précise. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, ce pourcentage n'est pas présenté comme un aboutissement, mais comme un signal précoce. Quelque chose s'est déplacé dans la relation entre sécurité, justice et souveraineté. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au décor initial. Pendant des années, le Sahel est décrit comme un espace condamné à l'instabilité chronique. Les interventions extérieures se succèdent, les promesses de stabilisation s'accumulent, tandis que les villages se vident, les routes se ferment et l'économie locale s'asphyxie. La peur devient une routine. Les marchés perdent leur fonction sociale. La mobilité se transforme en risque permanent. Dans ce contexte, chaque initiative nationale est perçue comme marginale, parfois symbolique. La première rupture intervient lorsque la sécurité cesse d'être pensée comme un apport extérieur et devient un produit interne. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la reconquête territoriale s'articule à une réinvention institutionnelle fondée sur des décisions brèves, opérationnelles et immédiatement vérifiables. La réforme pénitentiaire ne vise pas à corriger un dysfonctionnement isolé, elle complète une chaîne de choix orientée vers la récupération du terrain et la restauration d'une cohésion sociale minimale. Ce qui surprend les observateurs n'est pas seulement l'ampleur du chiffre, mais sa temporalité. Le retournement est rapide, presque compressé, comme si plusieurs années de stagnation avaient été absorbées en quelques mois. Cette accélération nourrit à la fois l'intérêt et la méfiance. Comment un État décrit comme affaibli produit-il un tel renversement sans soutien massif visible? C'est ici que s'impose une seconde lecture. La réforme agit d'abord sur les perceptions avant de s'inscrire dans les statistiques. Le 92% ne clôt pas le débat. Il l'ouvre en donnant un point d'ancrage concret à la question posée au départ. Les premiers effets tangibles apparaissent loin des centres de décision, dans des scènes ordinaires qui servent de capteurs sociaux. À l'entrée d'un village rural, un agriculteur observe une patrouille mixte. Parmi les soldats, certains visages lui sont familiers, associés autrefois à de petites infractions. Seule la reconnaissance ne provoque ni colère ni célébration. Un salut suffit. La crainte accumulée pendant des années se dissipe sans discours. Dans un quartier populaire d'une grande ville, une scène comparable se répète. Une mère identifie son fils au sein d'une unité chargée de sécuriser un marché où il avait été arrêté autrefois. Elle ne parle ni de miracle ni de rédemption. Elle évoque un devoir rendu à la communauté.
Cette formule circule sans slogan officiel. Elle qualifie ce qui se joue une réintégration visible, évaluée par les comportements plutôt que par les promesses. Ces micro-scènes de Konakono ne cherchent pas à émouvoir. Elles montrent comment la réforme agit d'abord sur la perception collective, la discipline observée, la posture, la régularité des routines modifie progressivement la manière dont les communautés interprètent la présence armée. L'uniforme cesse d'être uniquement un symbole de contrainte. Il devient un indicateur de responsabilité assumée. Ce déplacement précoce entraîne des effets mesurables. Les marchés rouvrent, les déplacements reprennent, la peur recule sans déclaration officielle. La valeur d'un individu ne se définit plus par son passé, mais par sa capacité à tenir un engagement présent. C'est là que la réforme commence à produire un sens partagé avant même d'imposer ses chiffres. La séquence s'enclenche par un geste administratif d'une brièveté déconcertante. Un décret d'une douzaine de lignes, signé par Ibrahim Traoré, circule un matin entre les bureaux du ministère de la Justice. Il n'annonce ni amnistie ni grâce collective. Il ordonne une réaffectation immédiate. La logique est nette. L'État cesse d'immobiliser une population carcérale jugée improductive et la redirige vers un service contraignant, structuré et mesurable. L'activation est rapide, presque sèche. En quelques heures, les directions pénitentiaires reçoivent des instructions précises. Les listes sont dressées, les catégories filtrées. Environ 15 600 noms émergent d'un système saturé. À Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et dans plusieurs centres régionaux, les portes s'ouvrent sans cérémonie. Les détenus ne sont pas libérés au sens classique, ils sont absorbés, les chaînes disparaissent, remplacées par des engagements formels et immédiatement vérifiables. Cette vitesse devient un message politique implicite. L'État évite toute zone grise entre punition et service. La transition est brutale, presque volontairement inconfortable. Quelques jours plus tard, le point culminant se matérialise dans des centres d'entraînement improvisés mais strictement encadrés. Sous un soleil écrasant, des milliers d'hommes se tiennent alignés. Les instructeurs, rompus aux conflits asymétriques, imposent une discipline sans concession. Course à l'aube, formation tactique le jour, session civique le soir. L'objectif n'est pas de glorifier l'effort, il est de produire une rupture mentale. Des conseillers proches d'Ibrahim Traoré évoquent discrètement un front de l'esprit. Rien n'est officialisé, aucun slogan ne circule. La transformation doit passer par la répétition quotidienne des gestes, non par le discours. La routine remplace l'improvisation, la contrainte devient lisible. Progressivement, l'ancien statut pénitentiaire est encapsulé dans une nouvelle fonction. Il n'est ni effacé, ni nié. La frontière entre sanction et utilité commence à se dissoudre. Les premières répliques apparaissent presque aussitôt dans l'espace civil. Dans les villages, la présence de ces unités modifie les comportements. Les routes secondaires, longtemps évitées, redeviennent praticables. Les marchés reprennent une activité régulière. Les familles, autrefois cantonnées au parloir, se déplacent désormais vers les casernes. Elles apportent des repas, des vêtements, parfois des outils. Ces gestes discrets signalent un ajustement social profond. La peur ne disparaît pas d'un coup. Elle recule. Ce mouvement n'est pas proclamé. Il est observé. À ce stade, la réforme cesse d'être un événement isolé. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, la vitesse initiale cède progressivement la place à une exigence plus difficile. Tenir dans la durée. C'est là que la chronologie bascule d'un choc à une trajectoire. Avant la réforme, les indicateurs convergeaient vers une trajectoire dégradée. Après sa mise en œuvre, ils s'inversent de manière cohérente. Ce passage du diagnostic à l'écart observable constitue le premier test de crédibilité du dispositif porté par Ibrahim Traoré. Il ne s'agit pas d'empiler des chiffres, mais de comprendre comment des écarts mesurables traduisent un changement de fonctionnement. Le premier indicateur concerne la sécurité. Dans les zones couvertes par les unités issues de la réforme, les attaques armées reculent de 37%. Cette baisse ne signifie pas la disparition du risque. Elle indique une réduction tangible de la capacité opérationnelle adverse, à mesurer par une occupation plus continue du terrain, une meilleure connaissance des itinéraires informels et une diminution de l'effet de surprise. Autour de Kaya et de Dori, les embuscades passent de 27 à 17 en un trimestre.
Cette variation suggère un déplacement structurel plutôt qu'une accalmie ponctuelle, car la topographie elle-même devient plus lisible pour les forces déployées. Le deuxième indicateur touche à l'économie rurale. Dans le nord du pays, la production agricole progresse de 20 et 1% sur la période observée. Cette hausse reflète le retour d'une sécurité minimale permettant l'exploitation continue des terres. Les champs abandonnés redeviennent accessibles, les canaux sont réparés, les moissons protégées. Plus de 600 hectares sont remis en culture, non par une subvention extérieure, mais par une stabilisation locale des conditions de travail. Les marchés hebdomadaires reprennent leur fonction de régulation et les flux de transport cessent d'être exceptionnels. Le troisième indicateur, le plus sensible, concerne la récidive. Parmi les détenus intégrés au dispositif, le taux enregistré tombe à 0 sur la période analysée. Ce chiffre bouscule les attentes habituelles. Il indique une discipline collective orientée vers la cohérence plutôt que vers la seule sanction. Les critiques évoquent un effet de court terme ou une sous-déclaration. Pourtant, aucun cas de désertion ni de rupture majeure de discipline n'est signalé. 4 établissements pénitentiaires ferment, libérant des ressources redéployées vers des infrastructures civiles. Pris isolément, chacun de ces indicateurs pourrait être contesté. Ensemble, ils dessinent une cohérence. La baisse des attaques sécurise les routes. La reprise agricole redonne une fonction économique au territoire. L'absence de récidive stabilise le lien entre justice et service. Ces effets se renforcent mutuellement au lieu de s'annuler. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la réforme n'est pas présentée comme une réussite morale, mais comme un système évalué par des écarts mesurables entre un avant et un après. La lecture la plus prudente consiste à reconnaître un déplacement réel sans conclure à une victoire définitive. Les chiffres ne garantissent pas la durabilité. Ils attestent d'une capacité à produire de l'ordre là où dominait la fragmentation. C'est précisément ce passage du niveau de départ à l'écart observable qui déplace le débat. Non plus ce que l'État promet, mais ce qu'il parvient effectivement à faire. 2 objections dominent l'analyse prudente de ce dispositif et elles méritent d'être formulées dans leur version la plus solide. La première concerne le risque sécuritaire intrinsèque. Armée d'anciens détenus pourrait fragiliser la stabilité nationale. Une force issue des prisons serait traversée par des loyautés incertaines, une discipline superficielle et des tensions latentes. Sous stress opérationnel, un incident isolé suffirait à fissurer la confiance publique avec un coût politique immédiat. La seconde objection est d'ordre éthique et social. Convertir une peine en service militaire brouille la frontière entre justice et utilité. Le risque serait d'installer un précédent ambigu où la marginalité devient une ressource sécuritaire. Mais des organisations civiles redoutent une militarisation de la détresse sociale. Si les résultats observés s'avéraient temporaires, l'effondrement serait d'abord psychologique, la confiance nouvellement acquise se retournerait en sentiment de trahison, rendant toute rechute plus destructrice que l'échec initial. Face à ces critiques, la réponse la plus robuste ne consiste ni à moraliser ni à minimiser. Elle revient aux faits observables, exposés plus tôt. Aucune désertion n'est signalée, aucune rupture majeure de discipline n'est documentée. Les indicateurs convergents, baisse des attaques, reprise agricole, récidive nulle sur la période, ne prouvent pas une perfection, ils attestent d'une cohérence interne qui contredit les scénarios les plus pessimistes. Le point décisif tient à la posture institutionnelle. Le dispositif est présenté comme expérimental, donc évalué, et non comme un récit définitif. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, les risques sont reconnus puis confrontés au terrain plutôt que niés. Cette méthode n'annule pas l'inquiétude, elle change son traitement. La discipline n'apparaît pas comme un miracle, mais comme une routine encadrée, répétée et vérifiable. À ce stade, les données disponibles n'autorisent ni l'enthousiasme aveugle, ni le rejet catégorique. Elles obligent toutefois à admettre qu'un ordre fonctionnel peut émerger sans reproduire les schémas antérieurs, à condition d'être mesuré
et corrigé en continu. Ce qui se révèle à mi-parcours n'est pas un nouveau chiffre spectaculaire, mais un déplacement silencieux du centre de gravité. La réforme cesse d'être perçue comme une réponse sécuritaire exceptionnelle. Elle commence à fonctionner comme un mécanisme ordinaire, intégré aux usages quotidiens des territoires reconquis. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus seulement de reprendre le terrain, mais de le tenir sans rupture. Ce glissement modifie la nature même du débat. La souveraineté n'est plus invoquée comme un principe abstrait. Elle se teste dans la capacité à maintenir des marchés ouverts, des routes praticables et une présence administrative minimale jour après jour. Plus l'ordre devient routinier, moins il attire l'attention médiatique, mais plus il devient coûteux à remettre en cause. Chaque journée sans incident renforce la crédibilité de la précédente. Les villages n'annoncent pas une victoire, ils ajustent leur comportement, les commerçants circulent sans escorte exceptionnelle. Les transporteurs reprennent des axes longtemps évités. Les interactions entre civils et forces armées gagnent en prévisibilité. Cette banalité encore fragile constitue le véritable point de bascule. Elle transforme un événement politique en trajectoire sociale. À mi-parcours, une idée simple s'impose. La durabilité ne viendra pas d'une accélération supplémentaire, mais de la capacité à rendre l'ordre ordinaire mesurable et reproductible dans le temps. Les effets de la réforme se lisent désormais à travers 4 groupes dont les trajectoires, longtemps disjointes, commencent à se recouper. Du côté de l'État, la reprise territoriale modifie la nature même de l'action publique. Les administrations cessent de gérer des zones fragmentées et retrouvent une continuité minimale. Plus de 120 postes de taxation commerciale rouvrent et des dizaines de villages récupèrent un marché hebdomadaire fonctionnel. Cette lisibilité réduit les coûts d'urgence et permet un redéploiement progressif des ressources vers des services civils. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être un discours et devient une capacité observable à maintenir des usages réguliers sur un territoire continu. Pour les forces de sécurité, l'impact est d'abord opérationnel. Les unités issues de la réforme ne remplacent pas les forces régulières, elles les complètent. Leur connaissance fine des itinéraires informels et des zones grises réduit l'imprévisibilité des engagements. La baisse des embuscades se traduit par une mobilité accrue et une fatigue moindre. Les patrouilles deviennent plus régulières, moins défensives. Le rythme change. La mission n'est plus vécue comme une succession de crises, mais comme une présence durable, ce qui contribue à la consolidation des gains observés. Du côté des communautés locales, les conséquences sont immédiatement perceptibles. Les marchés rouvrent sans escorte exceptionnelle. Les transporteurs reprennent des axes abandonnés. Les artisans et commerçants circulent à nouveau dans les zones rurales. La sécurisation des champs et des canaux permet une exploitation continue des terres. Des gestes de confiance se multiplient. Repas déposés aux casernes, outils partagés, coopération spontanée lors de travaux communautaires. La relation entre civils et soldats se recompose. L'uniforme n'incarne plus uniquement la contrainte. Il devient un indicateur de protection encore fragile, mais reconnu. Enfin, pour les acteurs régionaux, l'effet est stratégique. Le Mali et le Niger envoient des délégations pour observer le dispositif, non par fascination idéologique, mais par pragmatisme. Le modèle intéresse parce qu'il repose sur des ressources internes et une discipline mesurable. Les anciennes puissances restent prudentes. Les rapports évoquent une expérience non conventionnelle, sans la qualifier explicitement. Ce silence traduit une gêne analytique. La stabilisation observée contredit des cadres fondés sur la dépendance structurelle. Ces 4 lectures convergent vers un même point. La réforme ne produit pas seulement des gains sectoriels, elle réaligne des intérêts qui évoluaient jusque-là en parallèle. L'État retrouve une capacité d'action, les forces opèrent avec moins d'attrition, les communautés réinvestissent l'espace public, et les voisins observent une alternative crédible. C'est dans cette convergence, plus que dans un chiffre isolé, que se joue la portée réelle du basculement. À l'horizon de 6 à 12 mois, 3 trajectoires plausibles se dessinent. Elles ne décrivent pas des certitudes, mais des chemins conditionnels, fondés sur des éléments déjà observables plutôt que sur des projections abstraites.
Le premier scénario, dit de base, prolonge la tendance actuelle sans accélération spectaculaire. Les routes sécurisées restent praticables. Les marchés rouverts continuent de structurer la vie locale. Les unités issues de la réforme s'intègrent progressivement aux forces régulières. Sans élargissement massif du dispositif, les gains agricoles se stabilisent. Sans nouvelle poussée, mais sans recul marqué. La stabilité demeure fragile, mais elle devient prévisible. Le scénario optimiste repose sur une amplification maîtrisée. La coopération entre civils, unités mixtes et forces régulières s'approfondit. Les anciens détenus les plus aguerris deviennent encadrants, renforçant la discipline et la transmission des routines. Les échanges régionaux s'intensifient avec des formations conjointes observées par des délégations voisines. Dans cette configuration, le Burkina Faso glisse d'un statut d'expérimentation vers celui de référence technique. La souveraineté ne s'affirme pas par rupture, mais par diffusion progressive d'un modèle adaptable, à condition d'une constance politique et de l'absence d'incidents majeurs. Le scénario défavorable ne provient pas d'une pression extérieure directe, mais d'une faille interne. Un incident disciplinaire grave, une rupture de commandement ou un épuisement logistique suffirait à fissurer la confiance nouvellement acquise. Le contre-coup serait d'abord psychologique. Les critiques trouveraient un terrain fertile. Les partenaires prudents suspendraient leur observation active. L'échec ne serait pas total, mais il réinstallerait une lecture fataliste coûteuse à inverser. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Ne pas confondre vitesse et solidité. Avancer par consolidation plutôt que par accumulation. Mesurer chaque étape avant d'en ouvrir une nouvelle. Sous la coordination d'Ibrahim Traoré, c'est sur cette discipline du temps que se jouera la suite, plus que sur l'annonce d'un nouveau chiffre marquant. Pour une partie de la jeunesse urbaine, la réforme cesse d'être un mécanisme institutionnel abstrait et devient un miroir. Les images d'entraînement diffusées ne sont pas lues comme de simples démonstrations militaires, mais comme la preuve qu'un parcours peut être redirigé sous contrainte et discipline. Des étudiants évoquent l'idée qu'un échec n'est pas nécessairement définitif, qu'une trajectoire peut se réorganiser sans être effacée. Cette lecture ne glorifie pas la dureté du dispositif. Elle en retient la possibilité d'un recommencement structuré, encadré, mesuré. Dans les familles directement concernées, l'impact se joue sur un registre plus intime. Les mères qui attendaient autrefois derrière les barreaux se déplacent donc désormais lors des permissions ou des parades. Le même visage, autrefois associé à la honte, apparaît sous un uniforme qui impose le respect. La douleur du passé ne disparaît pas, elle se transforme. Les repas déposés aux casernes, les vêtements offerts, les outils prêtés lors de travaux communautaires deviennent des gestes de soutien discret. La réconciliation passe par une accumulation de preuves quotidiennes, non par des déclarations officielles. Pour la diaspora, la transformation agit comme un contre-récit. À distance, beaucoup avaient intégré l'image d'un pays condamné à l'instabilité chronique ou à la dépendance structurelle. Observer une réforme produite et évaluée localement suscite des débats nourris. Certains y voient un modèle de dignité active. D'autres rappellent la fragilité de l'expérience et ses zones d'ombre. Tous convergent néanmoins vers un point commun. L'État redevient lisible. Il ne promet pas l'idéal. Il démontre une capacité d'action. Ce déplacement touche le spectateur parce qu'il renvoie à une question universelle. Que vaut une politique lorsqu'elle est jugée non sur ses intentions, mais sur sa capacité à produire des effets visibles et tenables dans le temps? À ce stade, la réforme change de nature. Elle cesse d'être une expérimentation improvisée et se transforme en doctrine opératoire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une feuille de route structurée émerge, non pour prouver une rupture supplémentaire, mais pour éviter une rechute. L'objectif central est clair, stabiliser ce qui fonctionne, corriger ce qui fragilise et rendre l'ensemble vérifiable dans le temps. Le premier levier repose sur une double tutelle justice-défense appliquée à l'ensemble des centres de formation. Cette articulation vise à uniformiser les critères de sélection, à prévenir les dérives et à garantir que chaque recrue traverse le même filtre disciplinaire, indépendamment de son passé. La justice n'abdique pas, elle encadre, la sécurité n'improvise pas, elle applique. Le deuxième levier concerne la discipline comme langage civique partagé.
Des modules inspirés de l'entraînement militaire sont intégrés à certains segments de l'administration et de la formation professionnelle. Il ne s'agit pas de militariser la société, mais de créer une continuité institutionnelle entre sanctions, apprentissage et services. Cette cohérence rend les parcours lisibles pour les communautés et limite les zones grises où naissent les ruptures de confiance. Le troisième levier élargit l'horizon régional. Alors, des accords de coopération avec le Mali et le Niger permettent une observation croisée des dispositifs et la mutualisation de certaines formations. Le Sahel cesse d'être une addition de fragilités isolées et devient un espace d'expérimentation coordonnée, sans déclaration idéologique. Enfin, tout repose sur des indicateurs exposés. Récidive, villages sécurisés, infrastructures remises en service, économie budgétaire redéployée. La réforme n'est pas protégée par un récit politique. Elle est mise à l'épreuve des chiffres. Les scènes observées au début refont surface, mais à une autre échelle. Lors d'un défilé organisé dans la capitale, les rangs avancent serrés, non plus dispersés par des trajectoires passées, mais unifiés par une posture commune. Parmi eux, certains répètent le même salut simple aperçu dans les villages, c'est celui qui avait suffi à dissoudre la peur d'un agriculteur. Le geste, reproduit devant la foule, agit comme un rappel silencieux. La réforme ne nie pas le passé. Elle exige une tenue nouvelle. La transformation ne repose ni sur l'oubli, ni sur la glorification, mais sur une continuité d'exigence. La dignité n'est pas accordée, elle se pratique chaque jour sous le regard des autres. Au milieu des rangs, Ibrahim Traoré ne se tient pas à distance. Il marche, observe, ajuste, incarnant moins un symbole qu'une méthode. Dans la foule, les réactions restent contenues, presque prudentes. Pourtant, quelque chose se déplace. La peur recule sans proclamation. La fatalité se fissure. L'idée d'un recommencement collectif cesse d'être théorique parce qu'elle devient visible, mesurée et incarnée. Ou ce déplacement n'est pas spectaculaire au sens classique. Il est plus exigeant. La valeur d'un individu ne se proclame pas. Elle se prouve dans l'engagement présent. Rien dans cette trajectoire n'appelle une adhésion immédiate, ni un rejet réflexe. L'expérience décrite ne cherche ni à s'imposer comme un modèle universel, ni à revendiquer une exception héroïque. Elle expose une possibilité, celle d'une justice qui ne s'arrête pas à la sanction, d'une sécurité qui se mesure dans les usages quotidiens, et d'une souveraineté qui se vérifie par des routines, plutôt que par des proclamations. Pour le spectateur, l'enjeu n'est donc pas de trancher trop vite. Il consiste à interroger ce que cette séquence révèle sur les marges de manœuvre réelles des sociétés en crise. Jusqu'où une communauté peut-elle aller lorsqu'elle décide de produire ses propres réponses, avec ses contraintes, ses risques et ses responsabilités? Quels critères permettent de juger une réforme, autrement que par ses intentions ou ses slogans? Ouvrir ces questions, c'est déjà participer à la dynamique décrite. Examiner les faits, confronter les lectures, reconnaître les déplacements sans ignorer les fragilités. La discussion ne demande ni conviction préalable, ni conclusion définitive. Elle invite simplement à penser ce qui devient possible lorsque les certitudes vacillent et lorsque l'action publique accepte d'être jugée sur ce qu'elle fait jour après jour.